Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Alors que le cessez-le-feu avec le Hezbollah reste officiellement en vigueur depuis novembre 2024, les violations et opérations militaires se multiplient à la frontière sud. 2 frappes israéliennes ont fait 2 morts ce vendredi dans les villages de Kounin et de Choukin. 2 motos ont été visées par des drones. Beyrouth appelle à une intervention diplomatique urgente pour éviter une nouvelle escalade. Selon les autorités libanaises, au moins 25 personnes ont péri en octobre dans des frappes israéliennes malgré le cessez-le-feu. Ces frappes interviennent au lendemain d'une incursion terrestre dans le village frontalier de Blida où un employé municipal a été tué par des soldats israéliens. Une opération qualifiée d'agression flagrante par Beyrouth. Beyrouth, une ville qui a tout connu. La guerre, la reconstruction, l'espoir, puis les crises à répétition. À l'occasion de la Journée mondiale des villes, retour sur 3 décennies d'histoire urbaine, sociale et humaine. De la ligne verte autour du littoral, du centre-ville dévasté à la ville résiliente. Beyrouth, ou comment une capitale tente encore après tant d'épreuves de se réinventer. Regardez ce reportage. Trop rapide, trop luxueuse, trop sélective, Beyrouth renaît, mais pas pour tout le monde. Au tournant des années 2000, la ville retrouve des couleurs. Les cafés rouvrent, les galeries s'installent, la vie culturelle explose. Les tours résidentielles, les enseignes internationales, le visage de Beyrouth change. Une modernité assumée, mais qui accentue les fractures. Les loyers flambent, les vieux quartiers disparaissent et les habitants de la classe moyenne s'éloignent du centre. Puis, à chaque espoir succède un choc. 2005, l'assassinat de Rafik Hariri bouleverse le pays et son modèle.
En février 2005, un kamikaze faisait sauter une camionnette remplie d'explosifs au passage du convoi blindé de Rafik Hariri. Au total, 22 personnes sont tuées. L'attaque fait plus de 200 blessés. 2006, la guerre avec Israël met à nouveau la capitale sous tension. Les années suivantes voient la crise économique s'installer, la corruption s'aggraver et les services publics s'effondrer. Les quartiers périphériques grandissent sans plan d'aménagement. Les embouteillages étouffent la ville et pourtant, la vie continue entre les coupures d'électricité et les couchers de soleil sur la corniche. Puis vient le 4 août 2020, une explosion au port, une onde de choc ressentie à des kilomètres, des centaines de morts, des milliers de blessés et de sans-abri, des quartiers entiers soufflés. Gemayzeh, Mar Michael, Karantina, des noms devenus symboles d'une ville à genoux. Mais Beyrouth ne s'est pas effondrée. Des habitants, des bénévoles, des associations ont retroussé leurs manches. La solidarité a fait revivre la ville avant même que l'État ne réagisse. Aujourd'hui, Beyrouth tente encore de panser ses plaies. La crise financière a appauvri la population, l'État est exsangue et pourtant, la ville reste debout. Dans les cafés, sur la corniche, dans les ruelles de Gemayzeh et Mar Michael, la jeunesse continue de rêver et la capitale libanaise continue de se réinventer. Et Beyrouth survit malgré tout. Par ailleurs, dans la nature, une menace silencieuse se propage parmi les canidés sauvages, une maladie redoutée, souvent mortelle, la maladie de Carré. Provoquée par un virus proche de celui de la rougeole humaine, la maladie de Carré touche principalement les renards, loups, chacals et chiens domestiques. Fièvre, toux, écoulement, troubles nerveux, les symptômes sont dévastateurs. Et une fois le système nerveux atteint, les chances de survie chutent brutalement. Ces derniers mois, plusieurs cas ont été détectés chez des chacals et chiens sauvages au Liban. Les animaux infectés finissent souvent par s'écrouler, agonisant près de zones urbaines. Le problème, le virus ne connaît pas de frontières. Il se transmet par les sécrétions, les excréments ou le simple contact entre animaux. Les chiens domestiques non vaccinés sont les plus à risque. Un simple reniflement d'un animal infecté peut suffire à transmettre la maladie. Chez les animaux sauvages, la maladie de Carré menace déjà l'équilibre écologique. Des populations entières de chacals et de renards ont été décimées dans certaines régions. Chez les chiens de compagnie, la vaccination reste la seule barrière efficace. Au-delà de la santé animale, c'est la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes qui sont en jeu. Car quand un prédateur disparaît, toute la chaîne écologique s'en trouve bouleversée. Au pays du cèdre, la biodiversité peine déjà à prospérer. Espèces invasives, destruction des habitats, chasse illégale, pour les Libanais, tous les moyens sont bons pour détruire l'environnement. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide affirment avoir arrêté plusieurs de leurs hommes soupçonnés d'exactions à El Fasher, ville stratégique du Darfour récemment tombée sous leur contrôle. Une annonce qui survient alors que les Nations Unies dénoncent des exécutions de masse et expriment une profonde inquiétude face à une spirale de violence incontrôlée. Après 18 mois de siège, El Fasher, capitale du Darfour Nord, est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Depuis, des dizaines de milliers de civils fuient une ville meurtrie, tandis que les accusations d'exécution sommaire se multiplient.
À New York, le Conseil de sécurité parle d'une situation catastrophique. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU évoque des informations crédibles de massacres à grande échelle. Sur les réseaux sociaux, images difficiles à soutenir. Hommes désarmés exécutés, cadavres entassés, bâtiments incendiés. Un combattant surnommé Abou Loulou se vante même de ces violences. Face au tollé international, le chef des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, annonce l'arrestation d'hommes soupçonnés d'exaction. Les paramilitaires assurent vouloir traduire les responsables en justice et affirment agir dans le respect des règles d'engagement. Mais sur le terrain, l'horreur continue. Plus de 36 000 civils ont fui depuis la chute de la ville. Les humanitaires parlent de violences à caractère ethnique contre les communautés non-arabes du Darfour. Selon des militants des droits humains, on assiste à un scénario de nettoyage ethnique comme dans les années 2000. Si rien n'est fait, le pire reste à venir. Près de 2 ans après le début de cette guerre fratricide, les négociations sont dans l'impasse. Et le Darfour, déjà ravagé par les milices janjaouides, replonge dans un cauchemar que l'on espérait révolu. L'ONU appelle à une enquête indépendante et à une pression internationale accrue sur les parties impliquées. Le conflit au Soudan a déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. Les réactions fusent dans le monde entier après l'annonce choc de Donald Trump. Le président américain veut reprendre les essais nucléaires, une première depuis plus de 30 ans pour les grandes puissances. Une décision qui alarme gouvernements, experts et survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, alors que la rhétorique nucléaire s'intensifie déjà en Russie, en Chine et en Corée du Nord. Une déclaration explosive au sens propre du terme. Donald Trump a ordonné à son ministère de la Défense de préparer de nouveaux essais nucléaires américains. Une annonce faite sur son réseau Truth Social, alors que la Corée du Nord multiplie aussi les tests de missiles capables d'emporter des ogives atomiques. Au Japon, les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki dénoncent une décision absolument inacceptable. À l'ONU, l'inquiétude est maximale. Le secrétaire général rappelle le terrible héritage des 2000 essais réalisés depuis 1945 et appelle à ne jamais recommencer. Seule la Corée du Nord a violé le tabou nucléaire depuis 3 décennies. Pyongyang revendique désormais des capacités intercontinentales et a mené ces dernières semaines plusieurs tests balistiques à vocation nucléaire. Moscou a récemment présenté un drone sous-marin et un missile de croisière de portée illimitée. Mais le Kremlin assure pas d'essai d'explosion nucléaire. Pékin exhorte Washington à respecter ses obligations internationales. Même au sein de son administration, l'annonce est floue. S'agit-il d'essayer les armes elles-mêmes ou seulement leurs vecteurs, les missiles, sous-marins ou bombardiers? Selon des experts, tester une ogive nucléaire violerait le traité d'interdiction complète des essais, ce serait une escalade majeure. Trump, lui, assume. Les États-Unis doivent rester numéro 1 du nucléaire, quitte à provoquer un tollé diplomatique. Alors que la pression militaire reste forte en Ukraine, en Asie et au Moyen-Orient, cette annonce ravive le spectre d'une nouvelle course aux armements. Le monde retient son souffle en espérant que ce test nucléaire ne reste qu'un effet d'annonce. Et voici un événement culturel mondial. L'Égypte inaugure demain son grand musée égyptien, un projet pharaonique situé aux portes des pyramides de Gizeh. Après 20 ans de travaux et plus d'1 milliard de dollars d'investissement, le président Abdel Fattah el-Sisi entend faire du Caire une capitale culturelle de premier plan et stimuler un tourisme clé pour l'économie nationale. C'est le nouveau joyau de l'Égypte. Face aux pyramides, un géant de verre et de pierre, le grand musée égyptien, plus grand complexe muséal au monde dédié à la civilisation pharaonique. Un chantier titanesque, plus d'1 milliard de dollars et 20 ans d'efforts pour raconter 5000 ans d'histoire, des premières dynasties jusqu'à l'époque de Toutankhamun. L'inauguration, ultra médiatisée, restera pour l'instant réservée aux invités de marque. 80 délégations étrangères, dont 40 chefs d'État et souverains attendus au Caire. Attraction phare,
le trésor de Toutankhamoun. 4500 objets funéraires visibles pour la première fois ensemble, déplacés depuis la célèbre place Tahrir. Pour le président Abdel Fattah al-Sisi, c'est un symbole du rôle de berceau de la civilisation mondiale que revendique l'Égypte, car au-delà de la culture, le tourisme est un enjeu. Après des années de crise, il redécolle. 15 millions de visiteurs cette année, en hausse de 21%. Le gouvernement vise près de 19 millions en 2026. Pour séduire la jeunesse mondiale, un partenariat stratégique a même été conclu avec TikTok. Objectif, inonder les réseaux d'images du nouveau musée. Un écran futuriste pour magnifier l'héritage des pharaons et une vitrine politique pour montrer une Égypte moderne qui entend reprendre toute sa place sur la scène internationale. L'ouverture au public, elle, aura lieu mardi et les autorités espèrent que ce musée, hors norme, deviendra très vite l'un des sites culturels les plus visités au monde. Et c'est ici que s'achève notre journal. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux francophones. Bonsoir.